Je suis absolument ravie aujourd'hui d'interviewer Corentin Boutou. La petite histoire, c'est qu'on s'est rencontrés à Fontaine au Livre, donc, qui est une structure que je dirige, qui est un incubateur des métiers du livre et de l'écrit, situé très près d'ici, rue de Vaucouleurs, où on a une activité de formation professionnelle, une activité de coworking à l'usage exclusif des métiers du livre et de l'écrit, et une activité de networking, l'idée étant de faire en sorte que les gens se rencontrent, créent du collectif et travaillent ensemble. Et quand j'ai rencontré Corentin m'a dit qu'il faisait une thèse. Évidemment, j'étais curieuse de savoir sur quoi. Je venais de la finir, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, elle avait déjà été soutenue, et quand il m'a donné l'intitulé, qui est donc l'auteur et l'éditeur littéraire en France, 1945-2023, étude d'un rapport de domination, j'avoue que ça a éveillé énormément de curiosité chez moi. Donc, on va Je sais que le titre est un peu provocateur. On va en parler. Et donc, on va du coup avoir le temps d'explorer ça. Donc, c'est une thèse d'envergure, parce que bon, 1071 pages. Désolé de vous avoir infligé ça, du coup, c'est vrai que c'est un peu long. C'était un peu long, mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Tant mieux. Et donc, la thèse a été soutenue en octobre 2023. Oui, tout à fait. À Paris-Nanterre. Exactement. Et sous la direction de Sylvie Ducas. Et c'est un sujet qui est intéressant parce qu'en fait, il est assez peu abordé dans le milieu littéraire. J'ai vu qu'il y avait Olivier Bessard-Blanqui qui avait fait quelques travaux sur la question, mais c'est quand même un sujet dont on parle peu. On en voit en effet, mais ce sont surtout des travaux sur l'édition ou sur la posture d'auteur, mais la jonction entre les deux est assez peu travaillée. Ouais, et pourtant, c'est un sujet qui est central, parce que vraiment au cœur de la chaîne du livre, on pourrait dire que c'est quand même les deux acteurs de la chaîne qui sont vraiment au centre de ce dispositif. Donc, 8 ans de travail d'études. Je vais vous faire une petite introduction un peu contextuelle pour vous dire aussi en quoi cette thèse elle est intéressante pour nous, professionnels des métiers du livre. C'est qu'elle arrive dans un contexte économique qui est quand même tendu. On est dans une situation économique qui est plutôt défavorable, avec une crise qu'on connaît tous et qu'on subit évidemment, avec une baisse du pouvoir d'achat. Il y a eu une année faste pour la librairie au moment du Covid, où évidemment on n'avait pas beaucoup de choses à faire, donc on a beaucoup profité de ce temps-là pour lire. Mais c'est moins vrai, il y a un retour à la baisse après le Covid qui est indéniable, avec notamment toute l'industrie culturelle et créative qui aussi a pu retrouver son espace, le cinéma, le théâtre et toutes les autres formes de divertissement en dehors de la lecture. Les écrans, évidemment, qui est un vrai frein à la lecture depuis quelque temps, et on note notamment une baisse de la lecture, notamment chez les plus jeunes, mais qui est quand même une tendance assez lourde en termes de société. Donc ce contexte est un peu compliqué. Dans le même temps, le prix du livre est un prix fixe, c'est un prix qui est fixé par l'éditeur, qui peut pas monter outre mesure. Un livre broché, c'est déjà 22 €, et je pense que vous serez pas forcément à même d'acheter un livre demain à 30 ou 40 € pour un roman de la rentrée littéraire. Mais dans le même temps, le prix du papier a augmenté, le prix de l'impression a augmenté, les charges ont augmenté, les charges de personnel ont augmenté, etc. Ce qui fait qu'on a des marges qui sont en baisse. Donc le calcul est simple, moins de livres vendus et des marges en baisse, forcément, l'équation est toujours un petit peu difficile à résoudre. Pour les auteurs, on est depuis quelques années maintenant dans un contexte de surproduction, c'est-à-dire que on produit plus, mais le tirage moyen d'un livre est plus bas. Donc ça veut dire qu'un auteur qui vend en moyenne moins de livres. Or, cet auteur, il est payé au pourcentage. Ses droits d'auteur sont calculés en pourcentage sur le prix de vente. Donc voilà, donc ça veut dire qu'aussi la rémunération est moins forte. Du coup, il a aussi plus de mal à avoir ce qu'on appelle des avaloirs, c'est-à-dire une espèce d'avance en fait sur ce qu'il va pouvoir vendre. Donc des avaloirs qui sont plus faibles. Donc voilà. Et dernier point un peu négatif pour faire le parcours un peu négatif de la chaîne du livre aujourd'hui, c'est aussi l'essor du livre d'occasion. Il y a une étude qui est parue récemment, une étude de la Sophia, qui montre qu'un livre sur 5 aujourd'hui est acheté d'occasion. Sauf que ces livres d'occasion, sur ces livres d'occasion, les auteurs ne sont pas rémunérés. Donc du coup, aujourd'hui, on voit qu'on est quand même dans un état de tension pour les éditeurs d'une part, mais pour les auteurs évidemment. Et dans le même temps, on a des auteurs qui depuis quelques années se professionnalisent. On voit des masters de création littéraire émerger, on voit aussi des syndicats, on voit aussi des associations qui essayent de faire en sorte de protéger les auteurs, financièrement mais aussi socialement. Et
Et on a vu notamment, et c'est pour ça que cette thèse arrivait dans un moment qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, on a eu des études ces derniers temps qui sont parues pour montrer la précarité des auteurs. Une étude du syndicat national de l'édition qui prouvait que l'éditeur finalement était encore moins bien loti que l'auteur, qui a évidemment fait bondir les sociétés d'auteurs. Bien sûr. Comment, pardon, de quoi parle-t-on? Au point que le ministère de la Culture, sous l'égide de Rachida Dati, a dit on va commander une étude pour essayer de comprendre où se trouvent aujourd'hui les liens entre auteurs et éditeurs. Et comment on pourrait faire pour aussi faire en sorte de les améliorer. Je crois que c'est une demande qui a été faite auprès du Conseil permanent des écrivains. C'est pour l'instant une demande qui émane du ministère. C'est le ministère qui a décidé de la mettre en place. Donc voilà, donc on est dans un rapport entre la chaîne du livre. Oui. Eh ben voilà, très bien, super. C'est une demande de notre part directement, puisque le rapport du SNE est uniquement auteur-éditeur, et que le partage de la valeur, évidemment, doit prendre en compte la diffusion et distribution. Et donc, on a beaucoup poussé ces dernières années, mais c'est une initiative de la DGI, du ministère de la Culture. Ouais, voilà, c'est ça. qui complète, maintenant, ça fait Eh ben, merci beaucoup. Et donc, du coup, on voit qu'on est quand même dans un moment un peu de tension, tension qu'on a en plus à cœur d'essayer de résoudre, et c'est là où d'avoir un chercheur qui a pu travailler vraiment longtemps sur la question, je pense que c'est vraiment essentiel dans ce genre de moment, qu'on a besoin de résoudre pour une raison aussi, voilà, qu'on a, entre le moment où j'ai lu votre thèse et maintenant, un contexte politique aussi qui a changé, oui. Et qui fait qu'on peut se dire qu'on va avoir besoin d'une chaîne du livre forte, avec des acteurs qui s'entendent, et que c'est pas du tout le moment aussi d'être divisé sur cette question-là. Donc voilà, donc on va essayer aussi, et je pense qu'on aura un petit temps de questions sur la fin de la rencontre, de voir aussi quelles peuvent être la prospective, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain pour faire en sorte qu'on puisse... C'est un peu le problème de ma thèse, c'est que forcément, vu le contexte, vu la spécificité des acteurs qui sont engagés, elle a le risque de devenir très rapidement obsolète. Ce qui ne la rend pas inutile, à mon avis. Non. Toutes les questions que j'abordais, notamment sur la question du numérique, vont encore changer dans les années à venir. Et donc, cet état des lieux que j'ai fait ne sera plus forcément valable bientôt. Exactement. Oui, alors nous, l'intérêt d'en parler aujourd'hui, pour justement mettre un petit peu du grain là-dessus. Je vais commencer par un peu interroger le titre de cette thèse, parce que vous parlez, du coup, entre l'auteur et l'éditeur, d'un rapport de domination. Mais vous m'avez confié, quand on en a parlé ensemble, que ce terme vous mettait un peu mal à l'aise, oui. Qu'il vous avait été un peu imposé, et que vous lui préférez celui d'autorité. Exactement. Alors, pour refaire un petit peu un point terminologique, il faut bien définir que... On va d'abord partir du principe du pouvoir, en fait, d'après la définition d'Hannah Arendt, c'est-à-dire que c'est la capacité d'exercer une force, donc une contrainte, mais là où Arendt fait bien une précision, dans un contexte intersubjectif et donc multipersonnel. Ensuite, l'autorité, dans ce contexte-là, va être la forme déléguée du pouvoir qui va être incarnée. Alors, à travers quoi elle va être incarnée? Elle peut être incarnée, là on va plutôt se référer un petit peu aux définitions de Max Weber dans Économie et Société, à travers une institution ou un système légal, à travers une autorité individuelle, ce qu'il appelle charismatique, ou alors à travers une autorité, à travers une tradition, donc la répétition d'usages et de coutumes. Cette autorité-là induit, pour être reconnue, la légitimité par les personnes qui sont dans un rapport qu'on sait asymétrique, donc qui sont dans un rapport dominé. Domination me semblait un peu fort, puisque domination regroupe un petit peu l'autorité acceptée et l'autorité pas acceptée, et insiste beaucoup sur cette dimension de contrainte. Alors, bien entendu, dans ce rapport asymétrique entre la structure éditoriale et l'auteur, j'ai bien montré que l'auteur était plutôt en bas et que l'éditeur était plutôt en haut, sauf dans de très très rares exceptions. La domination laisserait croire à une incapacité fondamentale de l'auteur de s'extraire de ce rapport, ce qui n'est pas vrai. Alors, j'avais préféré ce terme d'autorité que je trouvais plus nuancé, que je trouvais moins engagé, mais puisqu'on peut supposer un peu que chaque thèse est quelque part une introspection a en fait sa propre condition, peut-être que j'étais moi-même dans un rapport de domination par rapport à ma directrice de thèse, vu que c'est elle qui a insisté pour que le mot domination apparaisse. Ce qui, comment dire, non pas que ça m'a été reproché pendant ma soutenance, mais on a peut-être plus vu un engagement partisan à cause de cet usage-là
lors de la soutenance, voilà. Ce qui, à mon avis, n'était pas forcément idoine, puisque je voulais d'abord faire un état des lieux plutôt que de prendre position. J'ai travaillé dans l'édition pendant beaucoup d'années, je ne suis pas auteur, mais j'ai quand même échangé avec beaucoup d'auteurs, donc j'ai pu voir leur posture et des auteurs de différentes situations, donc des auteurs qui, évidemment, n'avaient pas de problème financier, d'autres qui étaient dans une situation de précarité, des auteurs qui étaient dans un très bon rapport de négociation et d'échange avec leur éditeur ou leur éditrice, et d'autres qui étaient dans une absence totale d'interaction, des auteurs qui s'affranchissaient de ce milieu, qui étaient auto-édités, et d'autres qui faisaient partie d'une maison qui était elle-même succursale d'une grande maison mère. Donc, toute cette hétérogénéité du statut d'auteur et toute cette hétérogénéité du statut d'éditeur et même des différentes maisons d'édition n'est peut-être pas aussi bien représentée par le mot domination, alors qu'elle est peut-être un peu plus induite par le terme d'autorité. Pardon, je suis peut-être un peu technique, mais cette subtilité-là disparaît avec le terme de domination. C'est pour ça que je ne l'apprécie pas autant. Il a l'avantage d'être immédiatement identifiable comme un mot engagé par les lecteurs et donc peut-être d'attirer un peu plus l'attention et de sembler peut-être un petit peu moins engagé dans une réflexion académique. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on va revenir du coup sur la question de la méthodologie, parce qu'effectivement on pourrait vous reprocher du coup d'être même peut-être un peu idéologue du coup du fait de ce terme-là. Comment vous avez construit cette réflexion et comment vous êtes arrivé au fait d'assumer le fait qu'il y ait une domination, parce qu'elle n'est pas existante en soi. Comment vous l'avez déterminée? Alors, il faut d'abord savoir que lorsque j'ai commencé en 2015, donc c'était il y a longtemps, si j'ai mis autant de temps, c'est parce que je n'avais pas eu de contrat doctoral, donc de financement. Évidemment, j'ai dû travailler à côté, donc ça a étiré un petit peu le temps de la thèse. Et pendant ce temps-là, la situation a beaucoup changé. Là où c'est important, c'est qu'au début, ce travail-là était sur une périodisation beaucoup plus courte qui allait de 1990 à 2013. J'avais pris 2013 comme première date d'arrêt parce que c'était juste après le début de ma thèse à ce moment-là, et aussi parce que c'était le moment où la loi avait rajouté l'obligation pour les éditeurs de rajouter dans les contrats entre auteurs et éditeurs, dans les contrats d'édition, les clauses relatives aux livres numériques, ce qui n'apparaissait pas avant, ce qui laissait un champ libre aux éditeurs. En travaillant sur cette période-là, donc sur la transition un petit peu à la charnière des siècles avec l'émergence du numérique, déjà un problème fondamental s'est posé, c'est que je partais du principe que toute la situation était acquise alors qu'elle prenait ses racines dans une situation de relation entre auteur et éditeur plus vieille. Donc, après discussion avec ma directrice, j'ai remonté jusqu'aux années, jusqu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui était plus idoine parce que c'était la période de début de concentration dans le milieu de l'édition. Donc, des grosses structures qui fusionnaient entre elles et qui ont donné maintenant ce qu'on appelle un oligopole à franges qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Peut-être un peu à nuancer parce que on est plutôt sur une duopole plutôt que sur un oligopole, en fait. Donc, j'étais remonté jusqu'à 1945, et les années passant, je me suis rendu compte qu'avec le Covid, notamment, beaucoup de choses avaient encore changé, notamment dans l'auto-édition, et que ça demandait de repousser un peu la date limite pour un peu les nouveaux enjeux, les nouvelles conditions éditoriales. J'avais même débattu de remonter jusqu'au 19e siècle début avec l'émergence de la figure moderne de l'éditeur, notamment avec Pankow, notamment avec Hachette, bien sûr. Mais je ne suis pas 19e-iste, donc je me suis peut-être interdit de faire ça, mais ça a structuré un petit peu mon introduction. Ensuite, comment j'ai fait pour réfléchir par rapport à ça? Comment j'ai structuré un peu ce plan? J'ai essayé de cibler un peu les grands thèmes dans lesquels cette autorité, ce rapport asymétrique pouvait se mettre en place. Et j'en ai découvert, bien sûr, différents. J'ai d'abord essayé de faire la séparation entre la situation symbolique, le rapport humain entre l'auteur et l'éditeur, et le rapport qui dérivait plutôt de contrition économique, puisqu'il faut bien se rappeler que l'auteur est individualisé et qu'il se met en relation avec ce qui reste une structure, en fait, composée de professionnels, et que l'auteur, lui, ne l'est pas. Mais on pourra revenir sur cette question de la professionnalisation de l'auteur, bien sûr, qui pose beaucoup de questions. Donc, cette question du rapport économique, j'ai essayé de la diviser en trois. D'abord sur quelle est la situation du milieu du livre dans lequel l'auteur n'apparaît un peu que comme un polype, donc c'est-à-dire un point rattaché, et ensuite comment statutairement cette situation économique va définir les conditions et les contritions propres à chaque individu,
puisque ce statut professionnel, encore une fois, est bien applicable à l'éditeur et qu'il n'est pas forcément applicable à l'auteur. Puis j'ai essayé d'observer toujours dans cette situation structurelle et économique quelles étaient les relations juridiques et légales qui pouvaient peut-être conditionner un peu ce rapport-là, puisque il est bien important de se rappeler qu'aujourd'hui, le rapport entre l'auteur et l'éditeur, il se structure essentiellement à travers l'œuvre, bien sûr, mais les conditions d'élaboration de cette œuvre sont réglées par l'élaboration du contrat d'édition qui se met en place entre les deux. Ensuite, une fois que cette détermination juridico-économique était délimitée, j'ai travaillé sur la question symbolique. Et cette question symbolique, c'était, puisque mon travail c'est sur les auteurs et les éditeurs littéraires, comment se définit la littérarité, quelles sont les postures de pouvoir, quelles sont les identités qui vont se mettre dessus, et aussi comment les différents individus qui composent la chaîne du livre, en plus de l'auteur et de l'éditeur, vont pouvoir interagir pour confirmer ou véhiculer la valeur symbolique qu'on donne à l'auteur, qu'on donne à l'éditeur, beaucoup plus discret dans la chaîne du livre et dans l'espace public, et à l'œuvre. Donc ça m'a demandé de me poser des questions sur les prix littéraires, de me poser des questions sur le rôle de la librairie, bien entendu, de me poser la question sur toute la médiatisation de la figure de l'auteur. Et une fois que ces deux espaces étaient un petit peu délimités, j'ai essayé de voir quelle nouvelle situation apparaissait avec l'émergence du numérique. J'en revenais un petit peu à mon plan de départ, qui datait de 2015, en voyant comment l'espace numérique était utilisé par les auteurs, par les éditeurs et par les autres agents de la chaîne du livre, et quelles nouvelles conditions dans cette relation-là on pouvait observer. Voilà. Avant de repartir sur la dimension symbolique qui est particulièrement intéressante, je trouve, dans la thèse, d'un point de vue économique, vous placez l'auteur tout en bas de l'échelle. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que l'auteur quasiment candidate auprès d'une maison d'édition. C'est vrai que j'ai utilisé le mot de candidature. Alors évidemment, il faut toujours bien évidemment garder en tête que ces situations-là sont très très hétérogènes et qu'on ne pourra jamais utiliser la situation d'un auteur comme équivalente à la situation d'un autre. Par exemple, dans cette candidature-là, on peut peut-être exclure le principe des ouvrages de commande qui vont être demandés par les instances éditoriales aux auteurs et qui vont souvent demander de suivre un cahier des charges. Cette candidature n'est aussi plus vraiment applicable à partir du moment où un auteur a une certaine notoriété ou une certaine autorité ou une certaine légitimité dans sa maison d'édition. Ou par exemple pour la publication de son deuxième livre, il va y avoir peut-être moins de négociations pour les conditions de mise à disposition de cette œuvre au catalogue. Là encore, c'est tempéré parce qu'on a des contre-exemples. Jérôme Lindon était connu pour refuser systématiquement les seconds romans de tous les auteurs romanciers de son catalogue, pas forcément les auteurs d'essais. Cette négociation n'arrive pas non plus dans le cas de rachat d'une maison par une autre où un catalogue va être fusionné avec un autre. Et là, évidemment, pas de négociation de la part de l'auteur. Ce qui aussi est une question qui est en débat actuellement pour savoir est-ce qu'on doit prévenir ou pas les auteurs. Évidemment, je pense que oui, puisque pour l'instant, quand un auteur dépendant d'une maison d'édition est racheté, enfin, comment dire, est rajouté à un autre catalogue, les éditeurs ne se donnent même pas la peine de lui prévenir. Mais cette candidature-là, elle est tout à fait applicable lorsqu'un auteur... Alors, je préfère le dire tout de suite, je dis auteur et pas autrice, mais évidemment, je comprends les auteurs et les autrices, puisque je ne me base que sur les termes juridiques, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai pris j'ai pris la décision d'utiliser le mot auteur génériquement, le mot éditeur génériquement. Mais évidemment, je comprends les auteurs et les autrices, même si la condition des femmes dans le milieu éditorial et auctorial est aussi sujet d'une réflexion à part entière et évidemment très intéressante et qu'il faut creuser. Et donc cette candidature-là, elle s'adresse peut-être plutôt aux primo-écrivains qui veulent s'intégrer au marché du livre ou qui veulent être intégrés au marché du livre par le truchement de la maison d'édition qui va les publier. Vous parlez des contrats, mais du coup, vous dites aussi qu'on est dans le cadre d'une inégalité légale. Exactement. Qui est posée par le contrat, justement. Tout à fait, puisque le contrat ne va pas être fait à l'initiative de l'auteur, tout simplement, que cet auteur-là va être le signataire et qu'il ne va pas être le générateur, que les clauses qui sont indiquées au contrat sont des clauses qui sont d'abord rédigées par l'instance éditoriale et que selon certaines situations, la marge de négociation est bien plus faible qu'il ne peut avoir le choix. Par exemple, évidemment que si vous êtes dans une maison d'édition qui va vous donner beaucoup de liberté, le choix de la couverture pourra vous être laissé. Si vous décidez de publier dans la blanche, on ne va pas vous laisser de rajouter l'image que vous voulez sur la couverture de la blanche. Donc même des auteurs très légitimes chez Gallimard peuvent être contraints contractuellement comme ça. Il y a aussi évidemment la question de la négociation des droits d'auteur qui peuvent être plus ou moins
comment dire, dans un espace de pouvoir pour l'auteur, mais bien évidemment, quand j'ai pu rencontrer des auteurs, des primo-écrivains, échanger avec eux, ils tenaient un peu tous ce même discours en disant on n'est pas en capacité de négocier et on va tout signer. Voilà. Il faut aussi bien comprendre que ce contrat d'édition dont je parle est un contrat qui lie un éditeur qu'on appelle traditionnel avec un auteur et que ça ne s'applique pas dans le cas de l'édition à compte d'auteur, dans l'édition à demi, mais celle-là est rarissime, ni dans le cas de l'auto-édition, qui ne relève pas d'un contrat, mais relève plutôt de l'acceptation de conditions générales d'utilisation et de vente. Mais alors, quand même, pour remettre l'éditeur aussi un peu au centre de ce débat, il y a une question que j'ai trouvée vraiment particulièrement intéressante. En tout cas, moi, je l'avais jamais vue de cette manière-là. C'est la question de l'étymologie des mots auteur et éditeur. Alors, on apprend que auteur a la même racine que le mot autorité, dont on parlait tout à l'heure. Auctor, auctorita, celui qui garantit, qui a l'autorité, qui légitime. Et dans le même temps, éditeur, celui qui produit, l'auteur, le fondateur. L'éditeur est donc aussi un auteur, un créateur. D'ailleurs, on voit sur les livres la double signature, parce qu'il y a toujours la signature de l'auteur et la signature de l'éditeur en couverture d'un livre. Et finalement, on voit aussi que les deux ont besoin de la légitimité de l'autre. L'éditeur a besoin de la légitimité de l'auteur a besoin de la légitimité de l'éditeur. Et du coup, ce qui fait que ces deux métiers, ces deux fonctions en tout cas, sont à la fois interdépendantes. On parle de chaîne dans la chaîne du livre, donc cette interdépendance, on la retrouve aussi dans ce terme de chaîne. Bien sûr. On retrouve aussi le terme de domination, puisque la chaîne est aussi ceux qui enchaînent. Mais et je rajouterais de la réflexion justement de ce week-end que finalement c'est aussi ce qui unit, c'est aussi l'union, la chaîne. À vrai dire, je préfère le terme de pyramide puisqu'il il représente peut-être un petit peu mieux les rapports hiérarchiques qui vont s'installer entre les différents membres. Quant à cette interdépendance, elle est factuelle, mais si l'éditeur a absolument besoin d'un auteur pour vivre, enfin d'auteurs pour vivre, déjà avec une petite nuance pour dire que oui, c'est le cas parce que les livres devoir être rajoutés au catalogue, mais plus subtilement, une maison d'édition peut vivre sans aucun livre à son catalogue puisqu'elle peut être créée juridiquement avant même d'avoir assuré la moindre publication. C'était notamment le cas d'Actes Sud en 78, qui a publié que un an après, je crois. Donc il y avait une structure éditoriale qui existait sans aucun livre. Donc cette indépendance-là, est-ce qu'elle est aussi tout à fait valable du point de vue de l'auteur? C'est une bonne question, c'est ce que j'ai appelé le régime de la croyance. L'éditeur a besoin de l'auteur, pour moi c'est un fait. Est-ce que l'auteur a besoin de l'éditeur? En fait, c'est ce qu'on est poussé à croire. Et c'est peut-être une sorte d'imaginaire collectif qui laisse croire aux auteurs que passer par une maison d'édition a fortiori traditionnelle, donc quand je dis traditionnelle, c'est en fait qui établit des contrats d'édition tout simplement, et celles qui ne vont pas établir de contrats d'édition ne vont pas être traditionnelles. Que cette indépendance n'est pas forcément de fait, c'est-à-dire qu'un auteur va être poussé à accéder à la légitimité, à l'autorisation finalement, et on utilise le même terme, la même racine étymologique autorité, en passant par l'édition. Mais à vrai dire, vous restez auteur indépendamment de l'éditeur, quelle que soit la manière dont vous êtes auteur, à partir du moment où vous avez déclaré votre texte, cette autorité sur le texte, cette génération du texte. Si vous décidez de publier un texte sur un blog, vous n'avez pas d'éditeur et vous êtes tout aussi auteur. Oui, et c'est là où on rentre aussi dans la dimension symbolique, qui est essentielle et qui est un peu au cœur de votre travail. En fait, quand on est auteur, quand on est éditeur, quand on est dans cette chaîne du livre, on est aussi dans un imaginaire collectif. Il y a une question de mythe, de mythification, de posture, d'où l'importance aussi de la visibilité ou de la non-visibilité dans les médias. Oui. Sauf que cette visibilité, elle est en fait entre les mains de l'éditeur. Lui, il a une obligation de moyens aussi auprès de l'auteur. Il a l'obligation de faire en sorte de faire vivre le livre et de le faire vivre aussi sur une scène médiatique. Et en fait, on a deux entités. On a d'un côté l'éditeur, qui est l'incarnation du pouvoir de l'édition. Il est celui qui permet à l'auteur d'exister, qui le relie aussi à la sphère médiatique et publique. C'est vraiment, il est ouvert. Alors, on va dire qu'il permet à l'auteur d'exister symboliquement sur le marché du livre et d'accéder à la visibilité, mais potentiellement seulement. Oui, d'un point de vue symbolique. En tout cas, il est sur une obligation de moyens, il n'est pas sur une obligation de résultat. Et d'un autre côté, on a l'auteur qui, lui, tire sa légitimité de sa création, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cette légitimité dépend tout de même de son entrée dans le système de légitimation.
Exactement. Donc il dépend du coup de l'éditeur, puisque c'est lui qui détient les clés d'entrée dans ce système de légitimité. Exactement. Ensuite, il va dépendre de tout un autre système de médiatisation, mais on retrouve toujours l'éditeur à l'intérieur. Alors, c'est important juste de faire une petite précision. On dit éditeur, mais l'éditeur, il ne faut pas le confondre avec l'individu éditeur, puisque quand on parle d'éditeur, quand des auteurs vont dire non éditeur, ils peuvent parler de la structure éditoriale. Et l'individu éditeur qui est à l'intérieur peut, dans la relation hiérarchique, avoir des responsabilités extrêmement différentes selon la nature de la maison, si elle est succursale d'une maison mère ou pas, si la structure est individuelle ou pas, si cet éditeur n'a que des fonctions éditoriales ou s'il a aussi des fonctions commerciales et de diffusion, de diffusion pour sa maison. Donc il faut toujours bien garder ça à l'esprit. Mais oui, l'obligation de moyens est en effet contractuellement présente et demande à l'éditeur d'investir pour assurer la visibilité et la mise à disposition de l'œuvre sur le marché. On peut voir que ceci n'est pas vraiment appliqué dans toutes les situations, puisque si un livre est factuellement épuisé, en fait, il suffit à l'éditeur de publier quelques livres, de mettre à disposition quelques livres pour pouvoir passer un peu entre les mailles du filet. Et l'auteur n'a pas toujours de recours dans ce cas-là. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit qu'un catalogue peut, dans certains cas, compter plusieurs milliers d'auteurs, et que l'éditeur n'est pas en moyen d'assurer équitablement la visibilité pour chacun des auteurs présents à son catalogue. De fait, il va y avoir une certaine différence de traitement qui va être mise en place avec des auteurs qui vont peut-être un peu être les poulains plutôt, ou alors les auteurs qui vont être les auteurs phares de la maison sur lesquels plus de moyens vont être investis, et peut-être que les auteurs un peu moins visibles, paradoxalement, vont être encastrés dans cette légitimité toujours un petit peu sujette à caution et dans cette visibilité toujours sujette à caution, puisque les moyens vont être un peu moindres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va paradoxalement être répété un petit peu par le système de médiatisation qui suivra. C'est-à-dire que toute la sphère critique, la sphère de publication critique, va elle aussi jouer en fonction des indications éditoriales dans certains cas, mais peut aussi garder son indépendance, bien sûr, ça dépend. Mais va aussi tendance à produire plus de discours médiatiques sur des auteurs qui sont eux-mêmes déjà connus. C'est toujours très dur pour les auteurs de se sortir de cette invisibilité-là. Et c'est marrant parce que ça pose la question des valeurs. Moi, j'ai toujours été choquée par ce terme de partage de la valeur qui est utilisé assez traditionnellement dans l'édition, alors qu'en fait, valeur a quand même un double sens. Il y a la valeur symbolique. Quelles sont les valeurs aussi qu'on défend? Pourquoi on fait des livres, en fait? Qu'est-ce qu'on amène dans le champ aussi médiatique, éditorial? Et la valeur commerciale. Donc, quand on parle de partage de la valeur, généralement, on parle essentiellement de valeur commerciale, en oubliant et en mettant de côté, finalement, ce qui fait une grosse part aussi de la relation auteur-éditeur, qui est aussi la valeur symbolique. C'est la très grande subtilité, quelque part, de l'objet livre, où la somme de tous ses composants, finalement, n'équivaut pas du tout la valeur symbolique qu'on lui attache, puisqu'évidemment, l'encre et le papier et la couverture vont coûter quelques euros à peine à créer pour l'éditeur, et le livre n'est pas du tout vendu à quelques euros pour rentabiliser le prix du papier, bien entendu. Non, après, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Ah oui, beaucoup, oui, voilà, tout à fait. Mais c'est pour dire que la valeur dépasse complètement la simple combinaison des éléments et des matériaux qui construisent l'objet livre. Voilà, mais ça crée aussi une relation un peu biaisée entre l'auteur et l'éditeur, parce que l'auteur a besoin aussi de créer cette valeur à partir de son livre. C'est-à-dire qu'un auteur qui s'auto-édite n'accède pas à ce système de valorisation, parce qu'il a justement pas cet ancrage dans les prix littéraires, dans la scène médiatique, dans la scène éditoriale, etc., qu'il aurait en passant par un éditeur, et encore plus si c'est un éditeur de renom. Alors c'est très intéressant, puisque cette auto-édition-là, justement, elle peut être visée par des éditeurs qui sont rejetés par l'édition traditionnelle, mais aussi par ceux qui ne veulent pas s'y adresser. Et ce qu'on peut voir depuis quelques années, c'est que la structure de ce milieu alternatif est justement quelque chose qui ne veut pas nécessairement intégrer le système de l'édition traditionnelle, mais parfois qui essaye de faire des ponts. C'est-à-dire que, pour le redire autrement, les auteurs auto-édités sont en dehors des prix littéraires. Oui, tout à fait, même s'il y a peut-être quelques exceptions, par exemple en 2018, par Cocoscas, pour Bande de Français, je crois que c'était ça, avait été mis sur la liste du Renaudot, et ça avait soulevé beaucoup de critiques, mais en fait, ces critiques-là n'étaient pas tellement sur la légitimité de l'œuvre elle-même, elles étaient plutôt sur les gains qu'allaient tirer les libraires de ces ventes qui devaient passer par Amazon. Donc, sur la question de la légitimité, bien évidemment, on peut en débattre, mais sur toute la critique aussi, la critique sur Internet est elle-même alternative, puisqu'on va passer sur un autre système
de lectorat professionnalisé ou non professionnalisé. Ça va justement être un régime de l'amateur ou de l'amateur qui se veut expertisé, comme par exemple on peut le voir avec les youtubeurs, enfin plutôt les booktubeurs, les bookgrammeurs, les TikTok-grammeurs, je sais pas du tout quelle est l'étymologie du TikTok-grammeur. Les TikTokers, oui, mais ceux qui font des TikTok sur les livres, des TikTok-grammeurs, des TikTok-bookers, des booktokers, c'est ça, les booktokers, qui sont une manière de rendre le livre visible, qui s'affranchit complètement des contritions traditionnelles qui, elles-mêmes, sont évidemment très en lien avec l'éditeur traditionnel, l'édition traditionnelle. Et je rebondis sur cette idée d'édition traditionnelle parce que vous dites vous-même qu'il n'y a pas d'édition traditionnelle. Exactement, c'est-à-dire que elle a été instituée en tant que telle, mais elle ne fait que définir sa propre tradition. On va juste voir un partage des usages et un partage des techniques par, on va dire, les éditeurs du circuit de l'imprimé. Même si, ça encore, finalement, est-ce que c'est encore vrai, puisque ces éditeurs du circuit de l'imprimé vont reproduire leurs liens hiérarchiques à travers l'espace numérique. Et alors, je pense que ça nous amène aussi vers des questions, justement, une réflexion aussi sur la chaîne du livre et aussi peut-être quelques questions de prospective. Du coup, on est dans un système un peu dual, donc on est toujours dans le mélange entre art et commerce, oui. Donc avec une espèce d'envie, alors voilà, de dualité entre les auteurs qui se pensent artistes, mais se pensent aussi comme des professionnels. Donc à la fois ont besoin d'exprimer leur art, leur œuvre sur une scène la plus large possible et médiatique, et à la fois regrettent de pas forcément être considérés comme des professionnels. Aujourd'hui, ils regrettent de ne pas être considérés comme des partenaires en fait des éditeurs, mais plutôt comme des prestataires. Ils sont complètement prestataires de services. Et sans en avoir non plus quelque part le bénéfice, parce qu'un prestataire, c'est quelqu'un qui est payé avec des règles assez strictes et qui est payé pour le temps passé généralement aussi à faire son activité, ou en tout cas pour dont le temps de travail est assez encadré, ce qui n'est pas le cas des auteurs. Exactement, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer de régler cette situation? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait instaurer un salariat d'auteur? Et dans ce cas-là, comment est-ce que ça pourrait être légitimé? Tout simplement puisque un auteur qui a publié un livre il y a 50 ans et qui touche toujours des droits dessus, serait-il légitime à prétendre à un salariat par sa maison d'édition? C'est juste un exemple parmi d'autres, bien sûr, mais ça pose toutes les questions sur la justification de la professionnalisation du statut d'auteur. J'en ai aussi rencontré qui me disaient tout simplement, j'ai absolument pas envie de vivre de mes écrits, parce que pour moi, ça ne reste qu'un hobby, je suis très content si je gagne quelques euros avec, mais pour moi, c'est surtout le plaisir de donner à lire. Évidemment, c'est pas tellement ces auteurs-là qu'on considère quand on parle de la professionnalisation. On parle de ceux qui désirent vivre de leur écrit et être dans une activité exclusive de la pratique d'écriture, puisque Bernard Lahire l'avait déjà dit dans son ouvrage publié, je ne sais plus, je crois que c'était en 2006, que voilà, la quasi-totalité des auteurs sont obligés d'avoir une activité à côté, professionnelle à côté, pour pouvoir vivre, et que vivre uniquement des avaloirs qui ne sont même pas encore accordés, même pas systématiquement accordés, et des droits d'auteur, est toujours extrêmement difficile, sauf quand on est bien sûr très bon vendeur, mais cela ne concerne qu'une minorité absolue d'auteurs en France. Et du coup, ce qui limite la capacité à écrire d'un certain nombre de personnes qui n'auraient pas les capacités financières aussi de s'auto-alimenter. Exactement. Donc, il y avait une interview de Michel Houellebecq qui disait, il n'y a pas si longtemps, pour moi, l'activité d'écriture est exclusive de toute autre activité. C'est déjà induit qu'il a le temps pour ne se consacrer qu'à l'activité d'écriture. Ensuite, il y a évidemment différentes postures d'auteurs selon les situations qui avaient été définies par Hainisch il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'auteur qui va s'inscrire dans une dynamique monacale, c'est-à-dire s'enfermer pour écrire. Donc là, on est vraiment dans la posture très malarméenne de l'auteur sacré, voilà, consacré, dédié à son œuvre. Alors, c'est l'image que voulait donner de tous les auteurs de son catalogue, que Jérôme Lindon voulait donner de tous les auteurs de ce catalogue en disant mes auteurs ne s'occupent que d'écrire, et il voulait les pousser vers une activité dédiée à ça. Mais on peut avoir aussi des auteurs qui vont être donc dans la réalisation d'une activité parallèle, mais qui, à ce moment-là, ne vont pas nécessairement avoir assez de temps libre pour promouvoir eux-mêmes leur ouvrage si d'aventure l'éditeur ne l'assure pas assez. C'est-à-dire que si l'auteur ne fait pas assez la promotion de leur livre et qu'ils doivent l'assurer eux-mêmes, est-ce que s'ils doivent travailler à côté, ils vont avoir le temps d'aller en salon, d'aller en dédicace, de faire la promotion de leur livre, d'aller le présenter à des gens, d'aller le signer en librairie. Donc, toute cette activité-là qui
demande une certaine énergie, demande un certain investissement, ça va être plutôt l'auteur qui va être auto-entrepreneur, enfin plutôt entrepreneur de sa propre légitimation et de sa propre notoriété. Donc voilà, on a beaucoup de situations diverses et encore une fois, elles représentent bien l'hétérogénéité de la situation. Il faut toujours un peu garder à l'esprit. Oui, et de la réflexion, parce que j'en parlais avec la charte des auteurs hier, justement, de cette question d'un salariat d'auteur. Est-ce que... Il pose la question, évidemment, doit-on aller vers un salariat d'auteur, sachant qu'on demande à l'auteur, finalement, d'être disponible sur un temps assez long. Donc, comment du coup rémunérer ce salariat si on devait... Mais si vous-même, par exemple, deveniez autrice, peut-être que vous l'êtes déjà d'ailleurs, mais si vous aviez écrit 15 romans qui se vendaient très bien et que vous vouliez absolument garder votre fonction professionnelle, est-ce que vous accepteriez d'avoir à faire un choix entre le dévouement à votre activité autoriale ou l'équilibre entre les deux? Voilà, il y a toujours cette situation gardée. Ouais, ça pose la question justement aussi de savoir comment l'auteur se définit lui-même. Donc c'est aussi un peu sa propre légitimation aussi qui est en jeu, je trouve. Tout à fait. On voit des situations qui ont été prises. Par exemple, encore une fois, Michel Houellebecq ou Michel Bussy, qui eux ont complètement arrêté leur activité professionnelle pour se dédier uniquement à l'écriture et à la promotion de leur ouvrage et à leur médiatisation. Si je peux me permettre, c'est des cas vraiment exceptionnels en Tout termes à fait. de nombre de livres, Exactement. de traduction. Exactement. Donc c'est quand même des cas très très exceptionnels. Il ne faut surtout pas les prendre comme des modèles. Alors j'en ai bien vu quelques-uns qui s'étaient dédiés entièrement à l'activité d'écriture alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de notoriété, mais ils avaient arrêté très rapidement, bien sûr. Je profite de cette question pour aussi justement peut-être passer la parole à la salle, savoir, on a eu beaucoup de matière, je pense, de façon assez dense, concise, donc j'imagine que ça provoque sûrement certaines réflexions, donc n'hésitez pas à intervenir. Oui? Non, c'est oui. Moi j'ai plusieurs questions, mais en commençant par est-ce que ça a toujours existé ce rapport entre l'auteur et l'éditeur? Je sais qu'à une époque, l'éditeur était libraire aussi. Alors, en fait, c'est tout simplement qu'avant, il n'y avait ni libraire ni éditeur, tout simplement. Il y avait toujours l'autorité. L'autorité est bien plus ancienne que l'activité éditoriale. Mais oui, en effet, il y avait les libraires-éditeurs qui étaient tenus un peu en place jusqu'au début, on va dire, du 19e, et ça s'est structuré un petit peu sur le long du 19e. Et alors encore une fois, je dis ça, mais je ne suis pas spécialiste du 19e, peut-être que je pourrais être corrigé par quelqu'un qui s'y connaît plus. Mais l'activité de libraire et d'éditeur s'est séparée tout simplement parce qu'on est rentré dans une production qui changeait complètement d'échelle. Avec le désenclavement des campagnes, avec la scolarisation massive qui s'est mise en place, il y a eu un besoin de lecture qui a absolument augmenté. Et à partir de ce moment-là, les petits libraires-éditeurs n'étaient plus du tout dans la capacité de diffusion et de distribution des livres à grande échelle. Donc les tâches se sont séparées, des maisons d'édition se sont structurées, et en effet, là, l'éditeur est devenu une activité à part entière. Voilà. Et on est un petit peu toujours dans ce modèle de l'éditeur en tant qu'activité professionnelle singulière depuis. Même si bon, vous allez toujours retrouver des petites maisons d'édition qui ont aussi une activité de librairie, mais ce n'est pas forcément ça à laquelle on pense spontanément. Mais l'éditeur, d'ailleurs, amène cette capacité de diffusion des œuvres que justement l'auteur ou l'auteur auto-édité dont vous parliez n'est pas forcément à même de gérer tout seul. C'est-à-dire qu'elles vont surtout, ces responsabilités de diffusion, être à sa charge. Alors, est-ce qu'il va avoir le temps, est-ce qu'il va avoir les moyens, est-ce qu'il va avoir l'investissement? Et ça va dépendre. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'assurer sa propre médiatisation. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir que différentes structures, différents systèmes sont mis en place par les plateformes. Alors, les plateformes d'auto-édition, il n'y a pas que la KDP d'Amazon, il y en a beaucoup d'autres, dont celle qui est vraiment en pleine explosion en ce moment, c'est Librinova. Donc elle est dans une dynamique un peu particulière. Mais on peut voir que les différentes structures auto-éditoriales, je sais pas, les structures d'auto-édition, les plateformes d'auto-édition en ligne, c'est toujours un petit peu difficile de savoir comment les appeler, elles peuvent mettre à disposition des outils, mais payants, donc à la charge de l'auteur et pas forcément qui traditionnellement est à la charge de l'éditeur, pour essayer d'augmenter un petit peu sa visibilité, c'est-à-dire en les mettant à disposition des plateformes, en invitant un booktuber ou alors en les faisant participer à des prix qui sont internes à la plateforme, comme le prix des étoiles de Librinova. Mais tout ça ne garantit absolument pas la visibilité, ni a fortiori la légitimité. Ceci étant, encore une fois, on peut voir que c'est un petit peu pareil dans le circuit traditionnel, c'est-à-dire que c'est pas du tout parce que vous publiez un livre que vous êtes assuré d'avoir du succès, même si les investissements sont assez forts. Il y a une part de risque qui est toujours consubstantielle de la publication et le jeu de l'éditeur est toujours d'essayer de tempérer ce risque autant que possible. Et vous aviez une deuxième question? Moi, c'est le côté j'accepte ce premier contrat en baissant la tête.
Mais est-ce qu'au deuxième contrat, les auteurs continuent à faire ça? Alors, il faut, pour que ça ne soit pas le cas, que les auteurs se renseignent sur leurs droits et qu'ils acceptent la possibilité de changer d'éditeur. Il y a une clause de préférence qui peut exister, mais qui n'est pas une clause d'exclusivité. Pour autant que je sache, la clause d'exclusivité est illégale, la clause de préférence est tout à fait légale. Alors après, c'est sûr que si vous décidez de mieux accepter, si vous décidez de demander plus de droits et que votre éditeur va vous dire bah, « vous êtes sympa, mais moi je ne vais pas vous donner 25%, quelle solution il vous reste? Est-ce qu'il vous reste de dénoncer le contrat? Est-ce qu'il vous reste la demande de récupérer vos droits, de partir chez un autre éditeur en retombant un petit peu dans cette difficulté d'être accepté pour la publication de votre manuscrit? Comment est-ce que vous allez essayer de passer à ça? Donc ensuite, est-ce que vous allez peut-être pouvoir demander plus d'avaloir? Mais globalement, on va dire que vos avaloirs et vos droits, à moins que vos ventes ne soient vraiment à l'avenant, vont rester un petit peu similaires d'un contrat à l'autre. Et évidemment, si vous avez accédé au succès, à la notoriété et aux grosses ventes, là, bien entendu, ça va complètement changer. Mais une des solutions qui est aussi amenée par les auteurs, c'est aussi de faire appel à des agents d'auteurs. Tout à fait, des agents qui sont venus qui se démocratisent un petit peu depuis quelques années, même si, alors bon, c'est très anglo-saxon, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de publication hors par un auteur dans le système éditorial anglo-saxon, donc américain et anglais bien sûr, alors que c'est beaucoup plus rare, enfin ça a été beaucoup plus rare pendant très longtemps en France, même si on en voyait quelques-uns, c'est-à-dire que ce rôle de l'agent était plutôt assuré par l'éditeur lui-même, qui donc donnait le seul interlocuteur de l'auteur, son rapport donc, qui était peut-être un rapport privilégié, mais de fait un rapport où les marges de négociation étaient moindres. L'avantage de l'agent, c'est qu'il va jouer comme une sorte de zone tampon entre l'éditeur et l'auteur, peut-être mieux défendre ses droits, peut-être mieux le représenter, mais il va falloir garder en tête, alors évidemment c'est pas accepté par tous les éditeurs, certains éditeurs détestent ça et refusent de passer par des agents, mais il faut quand même garder en tête que si vous prenez un agent, déjà ça va être un certain investissement qu'il faut assurer. Donc si vous n'avez pas déjà ou des fonds pour le financer vous-même ou des ventes qui vous ont assuré ces fonds, vous allez devoir le payer de votre poche et ça ne vous garantit pas ni l'acceptation par un éditeur ni la légitimité a fortiori. Ça vous garantit juste peut-être une meilleure représentation de vos droits, une meilleure capacité de négociation. Il faut toujours la garder en tête. Et puis, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que l'agent il peut tout à fait aussi refuser votre manuscrit exactement pour les mêmes critères que l'éditeur en disant c'est pas dans ce que je compte proposer aux éditeurs qui sont partenaires avec moi. Et donc, vous êtes encore une fois dans cette difficulté d'accéder à la première étape avant d'accéder à la publication proprement dite. Avoir un très bon agent ne vous garantit absolument pas la publication. Il faut aussi considérer que souvent, on dit que c'est un petit peu le privilège des auteurs qui sont déjà très bons vendeurs et qui veulent négocier leurs droits au maximum. Ce n'est pas systématiquement le cas, puisqu'on peut trouver des auteurs qui ne sont pas vraiment connus et qui ont quand même un agent. Il y a aussi le cas très particulier de Librinova qui endosse un peu le rôle d'agent si on atteint 1000 ventes sur la plateforme. Voilà. Et avant de prendre la question que vous avez, c'est aussi, je trouve que ça pose un problème sur un camembert du livre qui est quand même, on l'a dit, pas extensible. Et avec du coup un nouvel acteur qui rentre, mais dans le même temps un autre acteur qui arrive du côté de l'éditeur, qui est le surdiffuseur, qui arrive pour aussi essayer de contrebalancer le fait que dans un système de surproduction, on a trop de livres qui arrivent chez les libraires, et donc l'éditeur est obligé d'essayer d'avoir de rôle marketing supplémentaire. Donc en fait, on est en train de multiplier aussi les acteurs de la chaîne. Oui. Ce qui va finalement un peu au détriment de l'auteur qui est finalement dans son pourcentage. J'aurais tendance à croire qu'il est toujours perdant. Je ne vous ai pas oublié, Madame Secrétaire du CPE. je vous ai pas du tout oublié. Il faut bien considérer que l'auteur, lui, évidemment, en tant qu'individu, n'en touche pas beaucoup, mais que la situation des libraires n'est pas du tout facile et prend de plein fouet cette surproduction. Cette surproduction, elle est une surproduction éditoriale et finalement, c'est la cavalerie qui va arriver sur les tables des librairies, qui va les mettre dans une difficulté. Les livres vont rester peu de temps sur les tables, on va avoir du mal à être promus, et il faut toujours trouver des situations alternatives un peu pour les promouvoir, mais il faut bien garder en tête que les éditeurs sont les individus, sont plutôt les structures qui vont participer de cette surproduction, ou à très grande échelle, si on les fusionne tout ensemble,
ou à l'échelle d'une structure individuelle. Alors, on en a quelques-uns qui disent on essaie de s'imiter en nombre. Je crois que c'était Albin Michel qui disait on essaie de s'imiter à 450 sorties par an. Mais d'un autre côté, si vous voyez tout ce que publie l'Harmattan, par exemple, avec ses, je sais plus, 30 000, 40 000, 50 000 livres au catalogue et ses 1000 collections, évidemment, là, on n'en sort plus. Voilà. Vous aviez une question, c'est ça? Madame. Vas-y. Oui, c'est passionnant, merci beaucoup. Ça rejoint un peu les questions que j'ai été posées. Je me demandais si vous aviez justement creusé les conséquences sur le contrat et sur le rapport auteur-éditeur de cette division des tâches entre le libraire et l'éditeur, parce qu'effectivement, on était dans un modèle de contrat qui ressemble à ce qui se faisait à l'époque où les éditeurs étaient libraires, et qui ne s'explique pas aujourd'hui, parce que le tirage est plus le même, même s'il a évolué puis il est redescendu. Et donc sur le rôle de l'éditeur, ses missions et ce qu'il représente aujourd'hui, et éventuellement sa transformation de métier. Est-ce qu'à un moment donné, on peut poser la question même du devenir de l'éditeur comme lui-même agent? C'est-à-dire qu'il y a très peu de missions qui sont remplies finalement chez un éditeur aujourd'hui, à tel point qu'il y a un appauvrissement de ce qu'il est en réalité au départ. Et est-ce que s'il devenait tout simplement l'agent pour une mise en forme du texte de l'œuvre, allié à des plateformes de distribution, parce que c'est ça que l'auteur cherche, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un changement du métier comme l'éditeur de musique? Parce que l'éditeur de musique a profondément changé. Donc moi, j'aimerais bien repartir de ce rapport éditeur-libraire qui, du fait de ce que vous avez décrit, a nécessairement changé, mais quel est l'éditeur aujourd'hui qui ne remplit aucune obligation de résultat quasiment? Bon alors, votre question est absolument géniale et sérieusement, j'aimerais bien faire une pause d'une demi-heure pour y répondre point par point et malheureusement, c'est pas possible. Donc, je suis désolé, mais je dois y répondre un peu n'importe comment, c'est-à-dire en prenant des éléments ça et là. Cette question est absolument incroyable et je la trouve extrêmement pertinente sur la légitimité continue du travail de l'éditeur. Avant tout, j'aimerais bien préciser quelque chose. Avant, il s'agissait d'un forfait. Donc, c'est-à-dire que les droits étaient cédés intégralement à l'éditeur, enfin au libraire-éditeur plutôt, qui en disposait un petit peu à son bon vouloir. Et maintenant, on n'est plus vraiment dans ce cas-là, hein. C'est-à-dire que vous cédez vos droits pour un temps particulier. Bon, alors après, justement, on revient un peu à la question, est-ce que les auteurs sont en capacité de bien lire leur contrat comme il faut? Souvent, quand le terme du contrat, donc la date limite, hein, est atteinte, c'est par principe, si c'est pas précisé, c'est 70 ans après votre propre mort. Alors que dans certains cas, vous pouvez demander à ce que ce soit juste pour une période beaucoup plus limitée. Une fois, on rentre un petit peu dans le débat, est-ce que l'auteur va l'accepter ou pas? Est-ce que l'éditeur va l'accepter ou pas? S'il n'accepte pas, vous êtes un peu marron en fait, et puis vous devez aller le chercher ailleurs. Ensuite, sur la légitimité du statut à devenir de l'auteur, moi, mon point de vue, c'est que dans le très long terme, l'auteur va rester parce que l'auteur a toujours existé, et que le système éditorial traditionnel tel qu'il existe va mourir parce que l'éditeur ne vivra pas aussi longtemps que l'auteur. Combien de temps il va rester en place encore? Je ne sais pas. Quant à la responsabilité de ces tâches, est-ce que vous voulez dire qu'en fait, le travail d'éditeur va s'essentialiser vers l'activité d'éditorialisation des textes et donc d'améliorateur de littérarité? En fait, finalement, cet éditeur anglais, avec la disparition du publisher, qui sera strictement remplacé par les plateformes de distribution. Si c'est un peu ça que vous dites, j'y avais pas pensé, mais ouais, je pense que ça peut tout à fait tenir debout et ça risque peut-être d'être le cas, c'est-à-dire en effet des superstructures a priori plutôt distribution, et que la question de la diffusion et de l'éditorialisation vont être les deux seules tâches qui vont rester à l'éditeur. Oui, ça c'est complètement possible. Ça induirait peut-être une disparition des grosses structures aujourd'hui, des structures de taille intermédiaire, et peut-être qu'il y aura toujours un petit peu de l'édition indépendante qui restera, puisqu'il y a toujours de la volonté de ne pas faire comme les grands pontes qui dominent le marché. Donc je pense que l'édition indépendante, de petite taille, elle existera toujours. Alors, est-ce qu'elle vivra, est-ce qu'elle mourra ou pas? Mais elle existera toujours ponctuellement. Ça, oui. Mais du coup, on n'aurait plus de catalogue. On sortirait de cette notion de catalogue d'éditeur. C'est-à-dire que la question du catalogue, elle est aussi un petit peu, toujours un peu en suspens, dans le sens où aucun catalogue, quel qu'il soit, n'est complet. Aucun catalogue n'est connu parfaitement par les éditeurs. Et aucun catalogue n'est idéal. Quand un éditeur rajoute un livre à son catalogue, donc il va déjà évidemment devoir le classifier en accord ou pas avec l'auteur, peut-être en l'imposant, le mettre dans une collection, lui donner un titre évidemment, lui donner toutes les informations qui permettent de l'identifier, mais la légitimité de l'inscription de l'œuvre à un catalogue donné,
elle est d'abord fonction de la connaissance et de la maîtrise qu'a ce catalogue par l'éditeur en question. Et je suis désolé, mais je n'arrive même pas à imaginer les meilleurs éditeurs de chez Gallimard connaître les 40 000 livres à leur catalogue par cœur pour justifier absolument objectivement l'intégration d'un livre dans une collection plutôt qu'une autre, à part en mettant en avant leur propre subjectivité. Quant à ce catalogue, est-ce qu'il est porteur de valeur lui-même? Est-ce qu'il est une agrégation des livres venant de différentes sommes et qu'on rajoute sous un même nom, sous une même bannière qui est celle de l'éditeur? Est-ce qu'il y a une dimension fédératrice là-dedans? Ou est-ce qu'il y a une sous-fédération à travers la collection? Parce que, évidemment, si on regarde les grosses maisons d'édition, elles ont plein de domaines différents qui sont couverts, elles ne sont pas que des éditions de littérature. Et donc, qu'est-ce qui légitime cet équilibre-là? Juste pour donner un petit exemple, par exemple, on voit toujours les éditions de minuit comme les éditeurs du nouveau roman, les éditeurs de littérature, mais la littérature, c'est qu'un tiers de tout leur catalogue depuis qu'ils ont été créés. En plus de ça, on rajoute la disparition des livres qui ou tombent dans le domaine public ou disparaissent, sont complètement épuisés. Si vous allez regarder le catalogue en ligne de Fleuve Noir, par exemple, les dizaines de milliers de livres qui ont été publiés au cours du 18e et du 19e sont complètement disparus maintenant. Je lis aussi. Et du coup, pour reprendre la question, c'est l'arrivée de l'éditeur en tant que figure d'éditeur par rapport au libraire. Elle est arrivée aussi au moment où l'éditeur a eu besoin d'une diffusion plus large. Elle a été liée aussi avec ce besoin de distribution et de diffusion. Oui, tout à fait. Tout à fait. Plus large, il fallait donner accès au livre, il fallait passé. montrer le livre, tout à fait. Donc évidemment, le colporteur à l'ancienne avait complètement disparu, bien évidemment. Donc il fallait acheminer ces livres-là, il fallait prendre la responsabilité et faire des investissements pour l'acheminer, mais aussi le donner à la visibilité pour garantir son achat, enfin pour favoriser les conditions de son achat. Donc oui, tout à fait. C'est cette nouvelle responsabilité-là à grande échelle qui cadre un petit peu l'émergence de l'éditeur. Oui. Oui, tout à l'heure on parlait des solutions pour les auteurs, on parlait des agents. Je pense qu'il faudrait aussi parler de la professionnalisation des auteurs. Pendant des années, les auteurs et les autrices n'accédaient pas à des formations. C'était d'ailleurs à peu près la seule profession en France qui existait où cette catégorie de personnes n'avait pas accès à la formation. Donc aujourd'hui, il y a des formations qui existent pour les auteurs pour apprendre à négocier, pour s'informer sur son statut fiscal par exemple, pour mieux communiquer vers son public. Et je vois assez régulièrement, alors moi je suis autrice, traductrice et consultante en édition pour le cabinet Axial, et je vois souvent, mais très souvent, des auteurs qui sont même éditeurs, qui par exemple ne connaissent pas la SOFIA, qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à des espèces sonnantes et trébuchantes au titre de la copie privée numérique, au titre du droit de prêt en bibliothèque, au titre des livres indisponibles, des œuvres indisponibles, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui existent et des possibilités de formation auxquelles les auteurs et les autrices ont accès et devraient peut-être plus s'intéresser pour mieux apprendre à négocier, pour avoir un rapport quand même plus fluide avec leurs éditeurs et ne pas subir la relation qui est tirée d'un contrat. Et là, pour avoir lu récemment une étude qui est en train de se faire justement, enfin des résultats d'une étude qui est en train de se faire pour la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, c'est assez incroyable de voir aussi comment les femmes, par rapport aux hommes, sont les moins placées pour négocier. Et c'est, tous les entretiens qualitatifs que j'ai vus, qui vont bientôt être portés, qui vont devenir accessibles, montrent effectivement la difficulté pour les femmes, culturellement, à négocier et à se mettre en avant pour essayer d'avoir le juste prix de leur ce qui est une réalité dans l'ensemble des métiers et dans l'ensemble de la société. Je pense que c'est pas du tout le cas uniquement des auteurs. Mais on le retrouve complètement en tant qu'autrice. On retrouve effectivement ce cas de façon très prégnante. Ouais. Et j'étais assez étonnée de voir la dimension que ça pouvait prendre. Comment, d'un point de vue culturel, la femme ne s'autorisait pas à négocier. Alors ça c'est vrai, là je rebondis là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette salle aussi, pour dire que c'est vraiment de notre responsabilité aussi ça, d'apprendre et de se faire confiance sur ces questions-là. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et sur la question de la formation, je me permets de réagir, parce que c'est évidemment un domaine qu'on connaît très bien à Fontaine aux Livres.
Effectivement, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des droits, notamment de l'AFDAS, pour les auteurs, qui sont très très peu utilisés, qui sont assez méconnus. Les plafonds de rémunération de l'auteur sont pas très hauts en fait, et donc beaucoup d'auteurs y ont droit, et très rares sont ceux qui soit s'estiment légitimes pour pouvoir se considérer suffisamment comme auteur pour être en mesure de faire des formations, soit ont accès à cette information, ou en tout cas vont la chercher, parce que la formation, elle n'arrive pas non plus. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment un gros déficit de formation chez les auteurs, et on essaye de communiquer auprès des auteurs sur la question, mais il faut parce qu'en fait, effectivement, le rapport de force passe aussi par le fait que chacun soit en mesure aussi d'exprimer ses besoins et ses compétences. Après, il y a beaucoup de formations, je trouve, en l'espace de 20 ans. Là, aujourd'hui, quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu as un atelier d'écriture par-ci, une formation par-là. Est-ce qu'un atelier d'écriture est une formation? Pas atelier, mais il y a des formations. Oui, il y en a qui existent. Après, c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément suivies, et on le voit. Hein, Après, les auteurs n'ont pas beaucoup d'argent. Hein. Non, mais justement, il y a des aides. Ils ne pensent pas. Oui. Il y a des aides, mais qui sont très très peu utilisées. Je ne sais plus les chiffres en tête, c'est entre 7 et 10% des aides qui sont utilisées. C'est vraiment très peu. Pour rebondir un peu ce que vous avez dit, donc déjà, c'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord. Je rajoute juste quelques petits points, c'est que la SOFIA en plus n'est pas accessible aux auteurs auto-édités, d'ailleurs les aides du CNL non plus, donc ça c'est toujours un petit peu important de savoir, ce qui montre l'absence totale de reconnaissance de ce schéma de publication dans le marché du livre contemporain, dans tout le rôle que peuvent endosser les institutions. Je rajouterais à ça que, en fait, en tant que femme, évidemment encore plus, mais en tant qu'auteur et en tant qu'autrice, finalement, tous les auteurs et toutes les autrices payent un peu le conséquence de l'imaginaire symbolique de l'auteur isolé qui dure depuis longtemps et qui le mettent maintenant non seulement dans une sorte de relation isolée un petit peu au marché du livre, et en plus, c'est ce que j'avais essayé de déterminer dans ma thèse, en tant que non-initié, puisque le fantasme d'écrire souvent suffit à des gens qui, une fois qu'ils ont écrit, se disent « Bon, bah voilà, maintenant, est-ce qu'il va être publié? Ensuite, qu'est-ce que je fais ?» Alors que non, il y a beaucoup de droits et beaucoup de devoirs qui existent. Et, comment dire, le devoir, c'est plutôt le devoir de légitimité la posture d'auteur dans son entourage. Et ces formations que vous proposez sont extrêmement utiles pour la défense et la valorisation du statut d'auteur en France, bien évidemment. Et de connaître aussi les institutions. Parce que ça, c'est aussi un sujet dont vous parlez aussi beaucoup dans cette thèse. C'est aussi tout le système institutionnel qui est quand même assez fort, mais dont l'auteur a besoin, mais que l'auteur légitime aussi. C'est-à-dire que l'institution n'existerait pas sans aussi le fait que les auteurs croient en ces institutions. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu voilà, sur ce que j'avais appelé le régime de la croyance. Il faut penser que la légitimité du système en place existe pour qu'il continue à se perpétuer, puisque finalement, si les auteurs arrêtent complètement d'écrire et de passer par ce système-là, assez rapidement, les catalogues vont s'effondrer, les maisons d'édition vont disparaître, ou alors elles ne vivront que sur leurs acquis précédents, mais voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? C'est pas forcément une évidence, mais... C'est-à-dire qu'on peut quand même réfléchir à des systèmes alternatifs. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est de se dire que l'édition a toujours été en mouvement, elle s'est toujours interrogée sur elle-même. Il y a quand même des points qui existent depuis longtemps et des grosses tendances, des tendances lourdes de l'édition. Mais finalement, quand vous disiez il n'y a pas d'édition traditionnelle, c'est que c'est aussi un espace en mouvement. Et donc, c'est un espace qu'on a le droit de réfléchir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir la loi sur le prix unique, on a la chance d'avoir cette chaîne du livre, mais est-ce que ça nous empêche de réfléchir au bien fondé de ces propos? C'est pas forcément... Non, tout à fait. Je pense que les interroger, c'est de toute façon, même de façon régulière, ça reste quand même une bonne idée. Après, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'en tant qu'auteur, on a quand même envie de rencontrer un éditeur qui fait son travail. C'est-à-dire qu'à un moment, si moi je me dis, tiens, je vais aussi chercher ma couverture, bon, je vais m'occuper aussi de l'impression, je vais m'occuper aussi de la distribution, c'est fatigant en fait. Mais je n'en fais pas du tout une généralité. Hein. On a rencontré aussi des éditeurs qui se galèrent, en fait, comme un auteur en fait. Ils sont aussi précaires, je parle des petits éditeurs que les auteurs. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être le plus respectueux, le plus transparent. Un éditeur qui te dit, écoute, voilà, on a ça, comment on fait, l'auteur est capable et de se considérer à égalité. En fait, c'est deux personnes qui investissent dans un projet. C'est pas, je ne travaille pas pour l'éditeur, comme lui ne travaille pas pour moi, on travaille ensemble pour une œuvre. En fait. Il n'y aura jamais
selon moi, de véritable égalité. Il y aura toujours une asymétrie tout simplement parce que ce contrat est à son initiative et dans un second temps, la mise à disposition du livre sur le marché est de sa responsabilité et pas de la vôtre en tant qu'auteur. Ce n'est pas vous qui allez entrer en concurrence avec les 50 000 publications annuelles sur le marché, c'est lui qui va le mettre. Et du coup, vous êtes un petit peu en dépendance. C'est bien sûr, mais ça vous met en situation de dépendance par rapport à ses capacités et ses moyens d'investissement. Est-ce qu'il y a une autre solution? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Essayer de s'affranchir de système et de passer par un système qui fuit complètement la structure traditionnelle de l'édition, mais le risque du coup retombe sur vous et la difficulté existe quand même. Et il y a des auteurs qui ouvrent leur maison d'édition. Oui, il y a aussi des auteurs qui ouvrent leur maison d'édition. Oui, après, tout auteur n'a pas forcément les compétences et les capacités pour... Et l'envie. Et l'envie pour organiser le fait d'éditer son livre. Et il faut même seulement connaître ce système-là. Et il y a aussi évidemment l'imaginaire collectif autour de la légitimation que va donner l'éditeur à votre œuvre et à votre statut en tant qu'auteur, bien évidemment, même si là aussi il y a une certaine disparité des situations, puisque il est clair et net que la possibilité d'être publié dans la Blanche de Gallimard n'a pas du tout la même portée symbolique que d'être publié dans un tout petit catalogue d'une toute petite maison d'édition qui ne va exploiter qu'une branche de la publication qui est elle-même délégitimée, que par exemple la romance. Si vous publiez la romance dans une maison d'édition de romance, vous savez très bien que vous allez publier dans un circuit du livre qui lui-même est débattu et attaqué et critiqué parfois, mais qui a quand même son public, mais qui a plus de difficultés à accéder au prix, alors que si exactement ce même texte est publié dans la Blanche, tout de suite vous êtes éligible pour participer au concours en tant que tel. Voilà. Alors que le texte est le même. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions? Je voulais juste évoquer le nombre extrême, le nombre de manuscrits qui arrivent dans toutes les maisons d'édition, d'ailleurs quelle qu'en soit la taille. Exactement. Puisque même les petites maisons d'édition indépendantes qui galèrent et qui quand même font parfois vraiment un vrai métier d'éditeur, reçoivent en très peu de temps aussi des manuscrits. Donc il y a, je pense que c'est pour moi, dans ce rapport de force, si on l'appelle comme ça, entre l'auteur et l'éditeur, moi je suis une autrice pas encore publiée, je galère énormément pour trouver une première maison d'édition, et franchement, si ça arrive un jour, le jour où ça arrivera, je crois que je serai tellement heureuse d'avoir enfin trouvé un éditeur que je ne serai absolument pas en position et je n'aurai pas envie de négocier avec lui les parce que j'aurais passé des années à envoyer des manuscrits. Enfin, après, il faut voir le parcours du combattant des auteurs. Et maintenant, il y a un nombre de manuscrits qui s'est beaucoup accru en France depuis le Covid. Et d'un côté, c'est sympa, c'est bien, c'est super qu'il y ait plein de gens qui écrivent, mais c'est aussi ça qui met l'éditeur dans cette situation de force, c'est-à-dire que sans rien faire, je veux dire, quels sont les autres domaines dans la société où un éditeur, sans rien faire, reçoit un nombre de sollicitations énormes La musique, je suppose. Du visuel. Toute la production culturelle, sur les manuscrits, c'est énorme. Ah oui, bien sûr. Et puis, comme vous l'avez dit, même sur les toutes petites maisons d'édition. Et peut-être que la surproduction, à l'origine, vient de là, c'est-à-dire que la surproduction est aussi une surproduction de la proposition éditoriale aux maisons d'édition. Elle remontre qu'il y a toujours une très grande solidité des velléités d'écriture des auteurs, a fortiori dans le milieu littéraire, a fortiori dans le milieu du roman qu'on considère toujours comme genre roi, mais on peut aussi dire que finalement, cette proposition-là, elle continue à être aussi importante parce que l'imaginaire collectif de la légitimation et de la visibilité et de la possibilité de l'accès à la reconnaissance légitime par l'éditeur traditionnel est encore bel et bien présente. Si vous cherchez encore à être publié, c'est parce que vous considérez que c'est pas équivalent entre être publié par un éditeur traditionnel et vous publier vous-même. Donc vous continuez à vouloir proposer vos œuvres à des éditeurs parce que pour vous, ils restent les garants de la reconnaissance et de la légitimité. Et c'est vrai, ce n'est pas qu'un imaginaire collectif, c'est la vérité. C'est aussi que passer par un éditeur permet quand même qu'à un moment donné, l'objet qu'on a créé se retrouve dans une librairie. En plus, tout à fait. Non, mais alors c'est toutes les maisons d'édition, toutes les librairies, toutes les librairies ne vont pas forcément accepter qu'on vienne les démarcher pour leur proposer. Enfin, ils sont déjà, il y a déjà trop, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup de maisons d'édition. Aujourd'hui, l'écosystème est quand même extrêmement complexe. Il y a un nombre de maisons d'édition et un nombre de livres
qui est quand même colossal. Donc les librairies, elles ont déjà ce problème-là de comment faire avec toutes les sollicitations. Exactement, puisqu'il y a des livres qui sont publiés dans le passé et puis les livres qui continuent annuellement à être publiés. Et c'est pour ça que la durée de vie d'un livre sur une table de librairie est extrêmement courte. Et alors pour avoir bossé à Gibert, je peux vous garantir que toutes les 3 semaines, ça sautait. Et puis après, c'est des retours vers les éditeurs. Et la visibilité est complètement inexistante. C'est un Graal pour tout le monde, que d'ailleurs vous soyez auto-édité ou vous éditiez par un éditeur traditionnel. La visibilité, c'est un Graal, c'est une minorité absolue d'auteurs. C'est pas du tout parce que vous décidez de faire ça vous-même que vous allez avoir de la visibilité, à moins d'un coup de chance, à moins d'investissement énorme. Donc oui, c'est toujours évidemment très 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 difficile, bien entendu. Oui, mais c'est ça qui, enfin, c'est aussi ça qui est un peu, qui pervertit complètement le système. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a tellement d'offres, qui attendent, qui sont en attente de publication, c'est là où les maisons d'édition ont quand même un côté où elles sont toutes puissantes. Elles sont puissantes, mais elles créent aussi une lecture. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est écrit n'est pas forcément bon à être publié et bon à être édité. Alors c'est donc vrai, on passe aussi sous le prisme de personnes qui sont publiées. Oui, mais il y a quand même déjà enfin, pour recevoir des manuscrits, moi qui suis déjà pas éditrice, j'en reçois déjà plein, il y a quand même vraiment... Alors, je tiens juste à préciser comme ça boire et à manger. La capacité, enfin comment dire, l'autorité que l'éditeur a de choisir le texte pour reconnaître sa légitimité future, pour reconnaître sa littérarité ou le travail qu'il va faire dessus pour améliorer sa littérarité, est toujours autogénéré. Tous les livres qui n'ont été pas publiés sont peut-être bien meilleurs que tous ceux qui sont publiés, mais sont d'abord le reflet de l'autorité de l'éditeur à les mettre sur la scène, en fait. Toute la publication que vous voyez n'est pas qu'une publication d'auteur, c'est une publication filtrée par des éditeurs qui considèrent que ce qui mérite de participer à l'histoire littéraire est ce qui est publié, ce à quoi vous avez accès. Alors filtré et retravaillé. C'est-à-dire qu'il y a aussi un retravail. C'est-à-dire qu'on fasse tous avec attention, mais oui, techniquement. entre un manuscrit envoyé chez un éditeur et un livre qui pareil, il y a quand même exactement. une différence sur le texte. L'histoire littéraire à laquelle vous avez accès, qui est publiée, celle que vous pouvez acheter ou celle que vous pouvez consulter, ne sont que des œuvres dans leur état final, c'est-à-dire ceux qui sont le résultat de toute la négociation entre l'auteur et l'éditeur qui a eu lieu avant. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a aussi... Oui, correctement aussi, bien sûr. Parce que là, on a beaucoup parlé de la négo sur l'aspect contractuel. Mais il y a aussi la négociation sur qu'est-ce que... Alors, vous avez accepté mon texte, super. Et là aussi, ça, en revanche, je trouve que vraiment, c'est hyper important que l'auteur ait confiance dans ce qu'il a fait. Et c'est intéressant aussi, cette question. Et confiance dans ce qu'il a fait, c'est une chose, mais et aussi la capacité à le transformer en livre. Un manuscrit, c'est pas un livre. Oui, c'est vrai. Un livre, c'est aussi un objet, bon, ça peut prendre plein de formes, c'est pas forcément un objet physique d'ailleurs, qui va rencontrer un lecteur. Donc en fait, on n'est plus dans juste quelque chose qu'on aurait produit simplement. C'est-à-dire qu'il va passer au prisme aussi, au filtre de l'éditeur qui va du coup le considérer comme quelqu'un dans sa réception, comment le lecteur va pouvoir intégrer aussi cette œuvre. Et d'où aussi tout le travail sur le texte, le paratexte, la couverture, etc. Ce qui est une façon d'amener le lecteur à aussi apprécier l'œuvre. Et donc du coup, ce retravail avec l'éditeur, personnellement, je dis ça à titre personnel, je trouve qu'il est extrêmement important dans la chaîne du livre, parce qu'il permet justement à l'auteur aussi d'avoir une altérité, de parler avec quelqu'un qui va passer du temps, qui va passer de l'énergie sur son texte, qui va essayer de transformer son texte pour le transcender et pour lui permettre d'aller aussi beaucoup plus loin que ce qu'il aurait Je suis d'accord avec ça, parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que le sachant, c'est vraiment l'éditeur. Non, c'est la rencontre, c'est la relation. Je suis un peu partagé par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que l'éditeur, il cherche avant tout son profit. Est-ce qu'il cherche tellement à faire de ce texte le meilleur possible, ou est-ce qu'il cherche à en faire un livre qui soit le plus légitime sur la place publique pour être vendu, ou à ce qu'il s'accorde le plus à sa collection ou à sa ligne éditoriale? Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte et on ne peut pas considérer que c'est absolument uniforme dans tous les États. Il y en a qui ne vont pas du tout les modifier, il y en a qui vont les modifier, mais il y a aussi évidemment un rapport de force qui va se jouer là-dessus. Et un des meilleurs exemples que j'ai avec ça, c'est Marguerite Duras, quand elle avait proposé L'Amant de la Chine du Nord à Jérôme Lindon, où il avait corrigé beaucoup. Elle s'est sentie tellement insultée par l'autorité que revendiquait Jérôme Lindon à transformer son texte, donc qui dévalorisait son autorité auctoriale, qu'elle est partie chez Gallimard immédiatement. Donc il y a toujours un équilibre à trouver, évidemment, mais cette question de transcendance du texte, je n'en suis pas convaincu, puisqu'on reste sur
l'œuvre de l'esprit qui est une œuvre originale faite par l'individu auteur. Et considérer que c'est bien, mais c'est quand même mieux si un éditeur qui reste avant tout un commerçant, même s'il refuse absolument le statut de commerçant, aucune maison d'édition ne peut vivre dans le milieu littéraire si elle n'est pas à minima rentable et donc si elle ne vend pas à minimum ses livres. Oui, il y a toujours une dimension commerciale qui reste structurellement indissociable de l'activité éditoriale. C'est pas de l'activité autoriale. C'est vrai. C'est sûr que l'éditeur, c'est un commerçant. L'idée, c'est aussi d'avoir, de faire appel à de recruter du personnel, de faire vivre aussi des éditeurs, de faire vivre des correcteurs, toute une panoplie de personnes qui sont en freelance et qui vont travailler. Les correcteurs orthotypaux, ils sont en freelance, les traducteurs, ils sont en freelance, les graphistes, depuis la PAO, en tout cas les maquettistes, la plupart maintenant sont en freelance. Donc cette dimension commerciale, elle est évidente pour que l'éditeur soit à même de pouvoir refaire d'autres livres, les remettre sur le marché et pouvoir financer d'autres projets. Il ne peut pas vivre s'il n'est pas minima rentable. Oui, mais c'est normal, c'est un entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. L'idée, je crois fondamentalement à ce travail éditorial. Je vais vous donner un exemple. Si vous écrivez pour la jeunesse, vous livrez un manuscrit. Le manuscrit, s'il n'y a pas de préparation de copie, on va se rendre compte que d'un seul coup, dans le cours du texte, la personne qui s'appelait Ségolène, tiens, c'est marrant, elle s'appelle Fanny au chapitre 4. Vous pouvez relever des incohérences, des situations de dialogue qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas dans l'oralité et le texte est très écrit au niveau du dialogue et ça ne passe pas. L'éditeur qui a cette connaissance éditoriale, il l'a aussi pour relever ces incohérences au-delà de cette correction orthotypo. Et ça, pour moi, je crois fondamentalement à ça, puisque quand on écrit un livre, on écrit aussi un livre, l'éditeur, il va le vendre à un public. En l'occurrence, si on écrit un livre pour la jeunesse, on va le vendre à souvent les parents qui achètent, mais le public final, c'est quand même des enfants. Il est intéressant et fondamental que ce travail éditorial soit fait pour améliorer le texte et faire en sorte qu'il rencontre au mieux le public. Tout à fait, mais il faut aussi garder en tête que tout ça fonctionne si la confiance est présente entre l'auteur et l'éditeur et si la reconnaissance de ses capacités professionnelles sont là, parce qu'un charcutier, ça existe toujours, dans tous les cas. Hein. Et puis, un mauvais travail éditorial sur le livre, ça existe et ça a toujours existé. Donc, il y a aussi cette question de la reconnaissance et de la confiance, bien évidemment, dans les capacités de l'un et de l'autre. Et aussi la possibilité de refus complet de toute modification. Jérôme Ferrari est un peu connu pour refuser à ce qu'on touche à moindre virgule de ses ouvrages. Voilà. Donc c'est aussi une possibilité. Après, il s'appelle Jérôme Ferrari. C'est vrai, mais Jérôme Ferrari n'a pas toujours été connu comme Jérôme Ferrari, et apparemment il était comme ça dès le début. Et c'est passé, donc il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Vous avez une question ? L'époque a un peu changé aussi. Peut-être que les temps sont devenus un peu différents, parce qu'il a commencé il y a longtemps quand même. Non, je pense que ça dépend surtout de la relation individuelle entre l'auteur et l'éditeur, puisque si vous êtes directeur d'une maison d'édition et que vous cherchez absolument à faire le profit, vous allez vouloir modifier les textes et les sélectionner à l'origine pour qu'ils s'accordent le plus à ce que vous imaginez être la ligne éditoriale la plus rentable. Si vous n'êtes que un maillon d'une grande maison d'édition et que en fait ça ne change rien que ce soit bien vendu ou pas et que vous voulez absolument donner une image littéraire à tous vos ouvrages et que vous êtes absolument convaincu que ce petit auteur-là que vous avez devant vous a écrit le meilleur livre du monde et que vous allez vous investir pour le publier, non, là, l'auteur, il est né en 2003, il a 21 ans, il a écrit ce texte-là. Vous lui faites tout à fait confiance et vous ne le changez pas du tout. Et pour autant que je sache, c'est un petit peu ce qui avait été le cas de Simon Johannin chez Alia. Donc voilà, on trouve toujours un petit peu c'est extrêmement hétérogène. Il y a tellement de gens, tellement d'auteurs, tellement d'éditeurs qu'on trouve tellement de situations différentes que rien n'est toujours applicable de manière uniforme. Avant de vous donner la parole, moi j'aimerais juste rebondir sur quelque chose. Le fait que l'éditeur soit un commerçant, je dirais plutôt un entrepreneur en fait qu'un commerçant, parce qu'en fait il est chef d'entreprise en fait, avec donc tout ce que ça comprend. Est-ce un problème, sachant que dans le même temps, l'auteur, on essaye de faire en sorte qu'il soit lui aussi en mesure de trouver un équilibre financier pour son activité? Alors j'aimerais juste préciser d'abord que l'éditeur, en tant que capitaine d'entreprise, oui, mais là on est en train d'imaginer peut-être le cas d'une maison d'édition de taille moyenne où beaucoup de responsabilités vont être croisées à travers le directeur qui va aussi être la personne qui va sélectionner les manuscrits, qui va aussi les relire, les corriger, et payer le diffuseur et le distributeur qui a priori ne lui appartiendrait pas. Mais
Il ne faut pas oublier qu'il y a des maisons d'édition dans lesquelles il y a des comités de lecture, il y a des cas où les éditeurs n'ont absolument aucun pouvoir en tant que tel, mais ils doivent faire valider toute leur direction par leur directeur éditorial. Donc voilà, il y a toujours aussi cette variété de situations qui ne font pas nécessairement toujours de l'éditeur un entrepreneur. On peut aussi penser au cas de ces très grosses maisons d'édition où c'est un comité de direction qui finit par choisir la ligne éditoriale et là, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez aucune décision à prendre en tant qu'éditeur, bien entendu. Pardon, du coup, c'est pas du tout la réponse à laquelle... Non, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une telle disparité en fait, entre d'un côté les auteurs qui sont tous singuliers en fait, et tous différents et tous aussi dans des situations différentes, mais aussi du côté des éditeurs. Où, alors c'est vrai que moi je connais particulièrement la plus petite édition, donc vraiment l'entrepreneuriat du livre, puisque c'est vraiment ce qu'on accompagne, et qu'effectivement c'est une situation un peu différente dans des grands groupes éditoriaux qui sont organisés de façon plus formelle aussi. Bien sûr, mais évidemment, l'éditeur est capitaine d'industrie. Plus la maison est petite, plus l'éditeur va devenir capitaine d'industrie, bien évidemment. Voilà, mais ce qui n'empêche que même dans des grands groupes éditoriaux, il y a quand même des éditeurs dont le travail est de retravailler le texte avec l'auteur, pas en imposant des corrections ou des remarques, mais plutôt en essayant de transformer le texte pour qu'il devienne un livre. C'est toujours une négociation, évidemment il y a toujours le rapport d'autorité qui va se jouer là-dessus. Évidemment, là, on est en train un petit peu de penser que au texte de littérature et même à fortiori un peu de fiction quand on est en train d'avoir ce débat-là, puisque c'est clair et net qu'un éditeur de livres juridiques chez Dalloz, il n'est pas spécialiste du droit autant que les auteurs du droit vont faire leur texte. Et là, du coup, évidemment, l'autorité est d'abord celle de l'auteur et pas celle de l'éditeur, enfin dans ce rapport-là. Donc évidemment, il va y avoir une relecture, mais je peux vous garantir que j'ai travaillé en tant qu'éditeur chez Elsevier, qui est un éditeur scientifique, et j'étais dans la branche médico-chirurgicale. Je vous assure que je ne suis pas chirurgien, je vous le promets, et j'avais des mots à dire sur l'harmonisation, la présentation d'un texte, la correction évidemment, pour le rendre le plus fluide et le faire correspondre au mieux à la ligne éditoriale. Par contre, sur les opérations qui devaient être menées, qui étaient décrites, là, j'avais vraiment pas mon mot à dire. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement, oui, c'est ça. Non, moi c'était pour rebondir sur le fait par rapport aux auteurs, les manuscrits qu'on reçoit en tant que maison d'édition, c'est que vraiment, enfin c'est un peu tout ce que vous avez dit, mais c'est que vraiment par exemple il y a quelques jours on a mis un post sur les réseaux comme quoi on faisait un appel à manuscrits comme on le fait pour rappeler fréquemment. En l'espace de 48 heures on a reçu plus de 350 débats de manuscrits. Et donc en fait, ça va s'étaler sur plusieurs mois, donc si c'est genre 348 heures sur 3 mois, ça va faire un nombre énorme. Et tout ça pour dire qu'en fait, même si nous, on a des éditeurs, on a des comités de lecture qui vont ensuite revoir tous les manuscrits un à un, que ça parte de la fiche de dépôt, donc pour vérifier que ce soit bien dans notre ligne éditoriale, etc., et ensuite lire les manuscrits, on va finir par en sélectionner peut-être 1%. Vous travaillez dans quelle maison? Édition de Liberté. Et nous, on a vraiment une ligne éditoriale qui est bien précise, donc c'est les romans historiques ancrés dans la réalité. Mais tout ça pour dire qu'en fait, souvent, c'est compliqué pour les auteurs d'être acceptés dans les maisons d'édition, mais c'est parce qu'on en reçoit tellement que... Alors, sans juger d'aucune manière votre activité, vous diriez que ceux qui ont vraiment rien à foutre qu'on vous a proposé, qui ne sont pas du tout des ouvrages d'histoire, ça représenterait quelle partie sur ces 350 ou d'une manière générale? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat. 20%. En fait, je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui... mais c'est pas tous, hein, parce que c'est vraiment 20% de tout ce qu'on reçoit, où dès le début, on peut les éliminer. Après, là-dedans, j'inclus aussi tout ce qui est fiche de dépôt qui est pas rempli correctement. C'est-à-dire que nous, on ne demande pas grand-chose, on demande une quatrième de couverture, ça n'a pas besoin d'être un truc hyper bien écrit, mais histoire qu'on puisse directement donner ça au comité de lecture et qu'ils puissent avoir une petite idée en avant-première, ceux qui vont lire. C'est très souvent qu'on n'a pas de... Soit il y a le nom manquant, soit il y a l'adresse mail qui est manquant, soit il y a le quatrième de couverture qui est manquant. Donc là, directement, en fait, on ne peut pas se permettre d'ensuite recontacter... Bon, là, évidemment, c'est pas vraiment... Voilà, donc ça, j'inclus aussi dans les 20%, mais franchement, c'est... Mais pour ces 20%, je pense que le rapport de non-initié que j'avais évoqué tout à l'heure joue un peu, c'est-à-dire la méconnaissance de beaucoup d'auteurs du système éditorial fait que
Et Pour puis, je pense qu'il y en a vous beaucoup. et Gallimard et Minuit, la différence n'existe pas du tout dans la tête de ces gens. Ça Non, ne veut mais en rien fait, je dire. pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, en fait, ont envoyé en masse. Il faut Attends, peut-être mais pas vas-y, minimiser juste caricaturer quand même. Il faut peut-être pas minimiser Mais la c'est-à-dire culture. que j'ai aussi travaillé au service de Mais c'est manuscrits bien. d'actes sup Je et je pense me qu'il y sens en que a les trucs qui aussi. n'avaient rien à voir avec la littérature, je recevais aussi tous les jours. Donc je pense que ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, bien évidemment, mais il y a toujours une part de gens pour qui l'édition c'est l'édition et qui vont envoyer à toutes les maisons indistinctement sans vraiment regarder leur catalogue. Et puis on en voit souvent sur les sites officiels des maisons la précision, on voit ça chez Piquet notamment en disant on publie que des livres sur l'Asie, on va pas perdre votre temps à lire les vôtres, lisez s'il vous plaît un petit peu de nos catalogues avant de nous faire des soumissions. Je crois que ça représente vraiment une part assez non négligeable des soumissions de gens qui voient maison d'édition ou voire maison d'édition littéraire et qui vont postuler là-dessus. Et je pense que c'est aussi à cause de cette méconnaissance, à cause de ce statut de non-initié, que beaucoup d'auteurs qui vont signer un petit peu sans regarder vont accepter des contrats qui en fait ne sont pas des contrats d'édition mais des contrats à compte d'auteur. Et il y a beaucoup de maisons d'édition à compte d'auteur qui finalement font un peu leur beurre là-dessus, puisque les auteurs ne disent pas assez bien en fait ce à quoi ils ont droit ou la différence des cas qui existent. Et ça, c'est un autre point sur lequel je voulais toucher par Mais, rapport au contrat, parce que nous, quand je fais signer des contrats à des auteurs, moi je m'attends à ce qu'ils les lisent. Et le nombre de fois où c'est même de manière plutôt quotidienne que je dois rappeler à un auteur, lisez, vérifiez que vous êtes d'accord avec toutes les clauses parce qu'on peut quand même en discuter et tout. Et aussi le nombre de fois où un auteur s'est retourné après avoir signé le contrat en me disant mais combien je vous dois. Et là, on se dit, oui. mais en fait, rien du tout. Et donc, en fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a une méconnaissance des contrats, mais aussi, je pense qu'il y a aussi, et ça, je le vois fréquemment, il y a une méfiance des maisons d'édition, notamment parce que nous, on n'est pas Gallimard, Hachette. On est quand même une taille un peu moyenne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'attendent à ce qu'ils payent pour que leur livre soit publié. Wow. Alors, comme l'heure tourne, on va je vais bientôt vous laisser le mot de la fin, notamment pour ouvrir un petit peu le champ et savoir vers où on peut travailler cette relation auteur-éditeur pour essayer de faire en sorte qu'elle s'organise un peu mieux, même si on a eu déjà beaucoup d'éléments de réponse. Moi, je mettrais juste aussi dans l'équation le fait que aujourd'hui, dans le système de légitimation et dans le système institutionnel dont vous parlez, un des sujets, il me semble, c'est qu'en fait, le propre de la relation auteur-éditeur, c'est vraiment le mot relation. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre un auteur et un éditeur. Et aujourd'hui, on est quand même dans un espace assez qu'on peut regretter, un peu lisse de la production éditoriale, qui est quand même assez égale. Alors de très très grande qualité, je pense en France, on n'a vraiment pas à rougir par rapport à tous nos voisins. On a une très très belle édition, mais on est dans une édition quand même blanche, CSP+, voilà, on peut le voir ici même déjà dans cette salle, mais de manière plus large. En tout cas, on a une uniformisation quand même des textes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Qui fait que ce serait aussi intéressant de voir comment faire en sorte que l'institution du livre s'ouvre suffisamment pour faire entrer des acteurs différents, des acteurs en région, des acteurs socialement aussi autres que qu'on a l'habitude d'entendre, de façon à ce que l'édition aussi s'ouvre à ces champs-là et que des auteurs qui aujourd'hui trouvent porte close parce que ne correspondent pas aussi aux attentes de l'institution puissent aussi trouver leur voie. Et donc du coup, je dirais par là même, que des lecteurs qui attendent aussi autre chose des livres qu'ils ont envie de lire puissent aussi trouver des livres qui peut-être les intéressent davantage. En tout cas, qu'il y ait une diversité éditoriale aussi plus forte. Mais voilà, ça c'est bon. C'est aussi pour défendre le fait que l'édition, à mes yeux, on en a besoin et qu'on a aussi un travail à faire de ce côté-là pour faire en sorte qu'elle soit aussi plus inclusive. Mais je vous laisse en tout cas ces mots de conclusion pour essayer de voir... Le mot de conclusion, malheureusement, est que je suis d'abord un chercheur et que, en tant que tel, je cherchais à faire un état des lieux et que je n'avais pas la moindre prétention dogmatique à travers ma thèse. Donc, je ne saurais prendre la responsabilité de dire ce qu'il faut faire et comment le monde va évoluer, mais ma posture est que le travail que vous faites est extrêmement important puisqu'il permet de renseigner les gens, de former les gens, mais surtout aussi de les renseigner, de montrer ce qui existe et ce à quoi ils ont droit, ce qui est extrêmement important. Le tout dernier petit mot de la fin serait peut-être pour madame. Est-ce que vous avez essayé au Québec ? Oui, c'est une bonne remarque. Je regarde. Non, c'est une bonne question, effectivement, liée à l'ouverture. J'ai pas encore envoyé parce que
parce que j'aimerais bien une maison d'édition française, mais je l'ai en tête. Je l'ai en tête. Ouais. Vous voulez une maison d'édition particulière? Ah non, excusez-moi, je l'ai en tête, pardon. Non, vous avez en tête le fait d'adresser. Enfin voilà, en priorité, mais j'ai pas encore envoyé mon manuscrit au Québec, mais j'y ai pensé. Pensez-y. Après, il y a tellement de maisons d'édition en France quand même. Oui, mais nous vivons dans un microcosme malgré tout. Oui, mais il est quand même très. Il y a quand même une immense diversité dans les maisons d'édition en France. Enfin, je veux dire, des mastodontes aux toutes petites maisons d'édition indépendantes où il y a une personne qui fait tout et qui fait un travail formidable. Bien il y a sûr. quand même une immense diversité. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, parce que c'est très agréable de vivre ce moment avec vous. En tout cas, on a senti aussi qu'on était ensemble, je pense, investis aussi dans la réflexion sur cette question. Merci beaucoup, Corentin Boutou, d'abord pour ce travail. Merci.